importante, comme vous pouvez voir sur la carte, de populations qui n'ont pas accès à l'électricité en Afrique subsaharienne, à la fois en zone urbaine, mais surtout en zone rurale. L'accès à l'énergie fait partie du coup de l'ODD 7 avec un objectif d'ici 2030, garantir à tous un accès à des services énergétiques fiables, modernes et à un coût abordable. Vous voyez que le défi est important pour atteindre cet objectif d'ici 2030. Alors en zone urbaine, la solution peut être l'extension de réseau. Par contre, en zone rurale, étendre le réseau peut prendre du temps. C'est pour ça que des solutions techniques se développent et la grande thématique de l'accès à l'énergie hors réseau ou off-grid, aussi appelé décentralisé, s'est développée. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Marie. Alors, accès à l'énergie et développement, je ne vais pas non plus m'étendre trop dessus. Je voulais juste montrer ce graphe qui fait le lien entre indice de développement humain et la consommation d'électricité en kilowattheure par personne, où on voit très clairement le lien. Ensuite, on peut se poser la question de qui de la poule ou de l'œuf. Mais en tout cas, ce lien est très clair avec l'accès à l'énergie, à l'électricité permet d'améliorer l'éducation, la santé, très clairement. Et puis, alors pour la slide suivante aussi, s'il te plaît. Ça permet en zone rurale l'utilisation d'un grand nombre d'équipements et le développement de métiers. Jérémy en parlera un peu plus sur le lien entre développement économique et électricité. Tu peux passer la slide suivante. Et celle-là aussi, c'était juste pour illustrer. Voilà, alors de quoi, quand on parle de hors réseau, on peut catégoriser trois types de solutions. Alors, bien sûr, il y a des solutions intermédiaires, hybrides entre ce que je vais présenter. Mais on peut parler du coup premièrement de mini-réseaux. Ensuite, plateforme multiservices ou kiosque énergétique, il y a plusieurs appellations. Et puis, des solutions solaires décentralisées, ou Solar Home System ou kit solaire. Alors, les mini-réseaux, c'est un réseau, on va dire, normal, où les gens ont un compteur chez eux, un interrupteur, avec souvent un accès à l'énergie 24 heures sur 24 et pas ou peu de limites de puissance, donc avec une vraie qualité de service. Ces solutions ont ces avantages-là, mais aussi les inconvénients d'être beaucoup plus compliquées à mettre en œuvre et aussi beaucoup plus chères. La solution intermédiaire peut être les plateformes multiservices, où on est souvent dans un bâtiment alimenté soit par des panneaux solaires, soit par une autre source d'électricité, mais on est souvent sur des panneaux solaires, sur lesquels un certain nombre d'acteurs peuvent se brancher, utiliser l'électricité, moyennant le paiement d'un forfait ou d'un prix au kilowattheure, ça dépend, avec aussi le développement de services type location de lampes rechargeables ou de batteries rechargeables. Ça a l'avantage d'avoir une mise en place relativement rapide, de toucher un grand nombre de personnes avec la location de lampes portables. Par contre, ça nécessite énormément d'accompagnement et les business models de ce type de solutions sont encore à rechercher. Rien n'est, il n'y a pas un business model qui se dégage comme étant particulièrement intéressant et rentable. Et la dernière solution, ce sont voilà, les petits kits solaires que l'on peut trouver sur le marché avec des qualités variables, mais qui permettent de fournir le service de base d'électricité, donc lampe, recharge de téléphone et éventuellement la connexion à une télé, puis voire un frigo. C'est une solution très rapide, souvent clé en main, avec des modalités de paiement qui peuvent être adaptées, soit du crédit, soit de la location-vente, ce qu'on peut appeler aussi pay-as-you-go. Avec l'inconvénient qu'il y a souvent du matériel de mauvaise qualité qu'on trouve sur le marché avec
des dimensionnements qui laissent à désirer. Alors je vais plus parler des mini-réseaux et des plateformes de services à la suite, mais on voit que les 2 premières solutions ont plutôt une approche service et puis les dernières une approche produit. Voilà, tu peux passer, voilà, c'est ça. Alors les questions à se poser avant un projet d'électrification. Alors bon, il y en a plusieurs, hein, mais j'ai essayé de lister les principales. Donc bien évidemment, quels sont les besoins? Quel est le public cible? Est-ce que ce sont les ménages, les activités économiques? Quel est le cadre institutionnel ou réglementaire du pays d'intervention? Quel est le budget disponible à la fois pour l'investissement des infrastructures, mais aussi pour l'accompagnement? Et quel accompagnement le projet ou l'organisation est en mesure de fournir et sur combien de temps? Je peux passer à la slide suivante. Et du coup, à partir de ces questions, il va falloir un peu dimensionner et cadrer le projet. Alors, ça dépend d'énormément de paramètres. Souvent, on commence donc par en bas à droite, essayer d'évaluer déjà l'offre en énergie renouvelable ici, et la demande. À partir de ce premier, de cette première brique, on peut estimer des coûts d'investissement, réfléchir aussi en coûts d'exploitation et d'avoir un premier jet de business model qui sera ensuite modifié en fonction des autres choix du projet et autres contraintes ou caractéristiques du contexte, donc que ce soit le cadre réglementaire, les tarifs imposés ou libres, l'implication du secteur privé ou une forte implication d'une communauté, la capacité à payer des populations. Et donc, tous ces critères-là vont permettre d'aboutir à le choix d'une solution économique et organisationnelle qui est en fait le plus souvent spécifique à chaque localité. Tu peux passer la slide suivante. Voilà, en résumé, le cycle de projet pour une électrification d'une localité par un mini-réseau. Bon, ça part bien sûr de l'identification d'un besoin, qui est d'ailleurs toujours très, très difficile à estimer, notamment en termes de demande d'envie. Il faut avoir identifié un financement, pas forcément l'avoir acquis, mais en tout cas identifier quel peut être le financement. Et puis en fonction, en fonction des cas, le plus souvent on a un opérateur privé qui exploite, souvent avec une délégation de service public de la part de l'autorité concédante, souvent les agences d'électrification rurale ou les ministères de l'énergie. Et donc, il y a sélection d'un opérateur privé, réalisation d'études. La sélection peut se faire avant la réalisation de l'étude et vice-versa. Et puis, des études complémentaires sont toujours faites. La totalité du financement est acquis avec une part importante en subventions nécessaires pour atteindre la rentabilité de l'exploitation du service. On est souvent sur des ratios de au moins 60% de subventions, ça dépend des cas, avec les 40% qui peuvent être apportés soit en capital, soit en prêt par cet opérateur privé. Les travaux sont réalisés et la centrale est mise en service avec du coup l'exploitation. Dans les deux autres cases à côté, c'est tout ce qui est hors technique, pur et dur, mais qui est indispensable pour assurer la pérennité de l'installation. Et c'est souvent là où les rôles des ONG les ONG ont un rôle à jouer dans l'intermédiation sociale, dans le travail avec les populations ciblées, les futurs abonnés, pouvoir les accompagner dans l'utilisation de ce nouveau service, notamment avec l'appui au développement de petites entreprises que pourra développer Jérémy ensuite. Voilà, je vais passer à la suite parce que pour ne pas être trop longue.
Bon, c'est un peu des évidences, mais voilà, les quelques points à retenir, c'est voilà, la question de la pérennité technique, économique et financière doit être intégrée dès la conception du projet. Le choix de la solution dépendra bien sûr du contexte et des contraintes internes et externes à chaque organisation. Un petit point technique, le cahier des charges pour les fournitures doit être assez exigeant pour avoir un bon matériel de bonne qualité qui va durer. Il faudra forcément aussi pouvoir former, accompagner les acteurs utilisés au jour le jour sur le terrain. Et puis le rôle des ONG, parce que la plupart le public ici plutôt des ONG. Voilà, on a souvent le secteur privé qui investit de plus en plus, et tant mieux parce qu'ils ont des financements importants. Par contre, on a un rôle à jouer en accompagnant ces acteurs, donc à la fois les futurs abonnés, mais les acteurs privés, pour la mise en place d'un service de bonne qualité qui reste abordable et qui permet de toucher le plus grand nombre. Voilà, donc c'était très court et je vais laisser du coup Jérémy enchaîner sur la question cruciale d'accès à l'énergie et développement économique. Merci. Merci beaucoup Juliette pour cette introduction à la fois complète et concise. C'était pas un exercice forcément facile. On prendra les questions à la fin des 3 présentations, mais vous pouvez d'ores et déjà soit mettre vos questions dans la petite boîte de chat, soit lever la main pour qu'on sache que vous voudrez vous manifester. Et je donne tout de suite la parole à Jérémy Ancry pour prendre la suite. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais d'abord revenir. Marie, je veux bien que tu passes la première slide, s'il te plaît. Cool, c'est que tu m'entends. Je vais d'abord revenir donc, sur un des éléments clés de la mise en place d'un business model vis-à-vis de l'exploitation. C'est l'étude de la clientèle. Comme on peut le voir du coup sur cette diapo, on peut séparer la clientèle en 3 types. Il me semble que Juliette l'a mentionné. On va avoir toute la partie domestique, où là, on peut encore le décliner en différents niveaux de service, où majoritairement, ça va être de l'utilisation à l'éclairage ou à la recharge de téléphone. Et après, dans des niveaux bien plus élevés vis-à-vis des tarifs, on va avoir de l'utilisation un peu différente, type électroménager, réfrigérateur, etc. Le deuxième niveau d'utilisation et niveau de clientèle, ça va être communautaire. Et là, majoritairement, encore une fois, ça va être de l'éclairage, avec certains besoins qui vont être très spécifiques, notamment vis-à-vis de santé ou ce genre de bâtiment, où là, le besoin en énergie peut être légèrement différent et un peu plus élevé que de l'éclairage. Et le dernier niveau de clientèle, c'est l'économique. Et là, on peut encore le distinguer en 2 types. Il va y avoir les services avec tout ce qui va être gargote, coiffure, vidéoclub, et les activités productives qui vont être là plus de la production de biens. Et donc, la plupart du temps, ça va être un besoin d'électricité qui va être bien supérieur. Je veux bien que tu passes à la prochaine. Et donc, ça peut être intéressant d'étudier sur un cas particulier la répartition de cette clientèle vis-à-vis de la population. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un village malgache qu'on a étudié à la Fondem. Donc, si on regarde un petit peu la population qui pouvait être électrifiable dans ce cas particulier, on voit que majoritairement, la population se répartit sur les niveaux de service, en tout cas pour le domestique, les plus bas. Et donc, il n'y a pas beaucoup, en tout cas dans cet exemple-là, il n'y a pas du tout même de catégorie dite riche. Et donc, en fait, ça va être majoritairement de la consommation domestique liée à l'éclairage et de la recharge téléphone. Pour le communautaire, donc on a des bâtiments assez souvent, gendarmerie, banque, etc. Et donc, ça va être de la consommation en éclairage. Et donc maintenant, si on regarde la courbe qui est en dessous, l'impact de cette consommation sur la consommation d'électricité dans le village, on voit que majoritairement, donc, il y a des pics en fonction de ce qui est consommation domestique et communautaire. Et la partie en orange, qui va être en fait une sorte de base dans cette consommation globale, c'est la partie économique, qui est liée justement aux activités économiques que vous pouvez voir à droite, donc ateliers de soudure, etc. Ça, c'est les activités qui existaient avant qu'on électrifie le village. Donc, on voit bien que même en électrifiant uniquement les activités qui existent déjà, on crée un pilier stable dans la consommation en électricité et donc dans le business plan de l'exploitant. Et c'est ce qui va créer justement, via ce besoin d'économie, une régularité de consommation. Je veux bien que tu passes à la suivante.
Et donc, le fait de valoriser l'utilisation économique de l'électricité, ça va avoir plusieurs conséquences. La première vis-à-vis de l'exploitant, donc ça va être une rentrée d'argent plus importante. Donc, comme je vous disais, toute la partie domestique et communautaire, c'est beaucoup d'éclairage, donc peu de consommation. À la différence de l'économie, il va y avoir des consommations plus grandes et donc des rentrées d'argent pour l'exploitant plus grandes. Une stabilisation de la demande via cette création de la base et une diversification de la clientèle. Et de l'autre côté, le fait de valoriser l'utilisation économique de l'électricité, ça va créer du dynamisme via les marchés, la création de liens entre les divers villages. Ça va créer de l'emploi et donc ça va éviter une sorte d'exode rural qu'on peut voir apparaître dans certains pays d'Afrique subsaharienne. Et un développement humain tout simplement indirect, que ce soit dans les rentrées d'argent pour les entrepreneurs jusqu'à la scolarité des enfants ou l'accès aux soins. Je veux bien pour la suivante. Et donc maintenant, ça peut être intéressant de regarder sur un projet qui a été réalisé donc entre 2013 et 2017 par la Fondem. L'objectif de ce projet, c'était d'électrifier plutôt 7 villages dans le sud de Madagascar. Donc là, c'est via des centrales solaires avec mini-réseau dont a parlé Juliette. Et à l'issue de ce projet, ce qu'on a remarqué, c'est que donc on a laissé un petit peu au niveau économique en tout cas le raccordement se faire de manière automatique pour voir quel type de service économique se créait. Et ce qu'on a remarqué, c'est que des activités économiques qui se créaient naturellement ou intuitivement, c'était des activités de service. Euh, Aussi, on avait remarqué qu'il y avait un recouvrement bas, c'est-à-dire que l'exploitant récupérait peu de rentrée d'argent de la consommation et il y avait une faible consommation d'électricité. Donc, ça veut dire que la centrale qui avait été dimensionnée, elle était sous-estimée et donc le business plan était difficile à maintenir en l'état. Donc, ça crée une problématique sur la pérennité économique et la pérennité globale de l'exploitation. Ce qui, enfin, on peut en tirer deux conclusions fondamentales qui sont que la première, ça veut dire que le développement d'activités productives n'est pas forcément intuitif pour les entrepreneurs. Et la c'est que les exploitants ne sont pas forcément à même en l'état de provoquer cet intérêt pour les populations aux activités productives. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu l'idée du projet Pamela. Donc, Marie, je veux bien que tu passes à la suite. On a eu l'idée de ce projet Pamela pour essayer de voir un petit peu comment on pouvait valoriser cette partie productive de l'utilisation économique de l'électricité, en essayant de créer une méthodologie de valorisation de cette utilisation de l'électricité. Et donc, pour ça, on a essayé de se baser sur deux géographies différentes, donc celle de Madagascar, dans le sud majoritairement, sur les 7 localités dont j'ai parlé dans le projet précédent, et sur le Sénégal, dans la région de Casamance, autour de Ziguinchor, et dans la commune de Wonk. Donc, ces deux géographies, elles vont se séparer différemment. C'est-à-dire qu'en Madagascar, ça va être beaucoup du mini-réseau. Au Sénégal, ça va être des solutions individuelles, donc du SHS, vis-à-vis de la façon dont les localités se répartissent. C'est-à-dire qu'à Madagascar, les gens vont être très répartis dans des villes où on peut justement raccorder tout le monde. Au Sénégal, le fait que les gens soient assez écartés, c'est un peu compliqué de mettre des solutions en mini-réseau. Je veux bien que tu passes à la suite. Et du coup, après étude du contexte et sélection des porteurs de projets, on en est arrivé à ce résultat-là. Donc, on a à peu près une vingtaine d'entrepreneurs qu'on a pu appuyer, avec la majorité, presque plus de la moitié d'entrepreneurs qui sont des femmes. À Madagascar, ce qui s'est retrouvé, c'est de l'artisanat et majoritairement des entrepreneurs seuls, à la différence du Sénégal, où là, c'était beaucoup du maraîchage et des groupements économiques qui ont proposé des projets. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de voir un petit peu le processus d'appui qu'on a pu mettre en place via cette méthodologie. Donc, je veux bien que tu passes à la suite. Merci. Donc, j'ai pris un des projets qui a été sélectionné à Madagascar. Donc, c'est un atelier de couture. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après une phase de sensibilisation des populations aux usages productifs pour créer de l'intérêt et des idées, il y a une phase de sélection en entonnoir. Donc, vous pouvez le voir avec appel à manifestation d'intérêt, appel à projet, donc remplissage d'un questionnaire assez détaillé pour qu'on puisse sélectionner,
une phase de sélection, une phase d'implication financière du porteur de projet dans l'achat des matériels, une phase de formation, que ça soit technique et liée à l'entrepreneuriat pour que l'entrepreneur soit à même de l'activité, une phase de lancement d'activité et enfin plus une période de suivi et d'accompagnement pour savoir si l'entrepreneur était apte à gérer son activité et à la faire perdurer dans le temps. Et donc voilà, on en est arrivé avec tout ce dont je vous ai parlé, à mettre en place cette méthodologie. Donc je pourrais la détailler si vous avez des questions ensuite, qui est donc toute une partie où c'est de l'appui et de la sélection d'entrepreneurs dont je viens de parler, et toute une autre partie où c'est l'accompagnement de l'exploitant dont je n'ai pas forcément eu le temps de parler, et l'accompagnement des institutionnels, où pour l'exploitant, on a essayé de l'appuyer sur 3 volets fondamentaux. Le premier, c'est la gouvernance, donc le lien entre la population, la commune et l'exploitant, pour qu'il y ait justement une sorte de pérennité dans la gestion de la centrale. Un appui sur le business model, donc c'est de l'aide aux méthodes de recouvrement pour augmenter le nombre de rentrées d'argent dans les caisses. Un appui sur la tarification si celle-ci n'est pas forcément cohérente avec le business model appliqué, et un appui sur la gestion de la comptabilité, qui font juste tous les accompagnements qu'on va réaliser auprès de l'exploitant sur l'appui au business model. Et un dernier volet qui va être plus technique, et donc là, c'est plus sur de la connaissance de consommation, lier l'exploitant avec différents fournisseurs locaux pour qu'ils puissent être à même de suggérer aux populations quel type de matériel acheter, etc., pour lancer une activité économique. Voilà, c'est les 3 volets sur lesquels on appuie en parallèle l'exploitant. Je vais laisser du coup la parole à Fetch pour des études de cas maintenant. Merci beaucoup, Jérémy, pour cette présentation très complète. Et je réitère que pour les participants, n'hésitez pas à mettre vos questions pour Jérémy dans la boîte de chat si vous en avez, ou sinon on pourra les prendre en direct à la fin. Et je laisse la parole à Fetch pour la dernière présentation de ce webinaire. Merci Marie. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc pour ma part, je vais vous présenter 2 études de cas. Dans le premier étant un cas de mini-réseau et le second, une plateforme multifonctionnelle. Donc je présente plutôt le côté terrain de cette présentation. Et après, je vais présenter donc les difficultés à rencontrer, les solutions proposées et pour finir, ce que nous pensons être la clé d'une éducation rurale. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, le premier cas, on a installé un système photovoltaïque, mais avec une hydrolienne. C'est quoi une hydrolienne? C'est en fait l'équivalent d'une éolienne, mais dans l'eau. C'est une turbine qui utilise l'énergie hydrocinétique de l'eau. Donc, la puissance totale qu'on a installée sur ce site à Madagascar, dans la région en Alamangue, c'est de 6 kW. Cette puissance étant issue de l'adéquation entre la ressource potentielle disponible, donc la technologie aussi disponible, et bien sûr les résultats des études qu'on a réalisées, c'est-à-dire les enquêtes. Bref, l'objectif de ce mini-réseau a été de bénéficier aux 50 foyers, donc environ 250 personnes, l'énergie renouvelable, un service électrique autonome et pérenne. Pour ça, donc, il a fallu réaliser le site dans les règles de l'art, bien sûr. Et bien entendu, un des objectifs, c'est la contribution au développement socio-économique de la commune dans laquelle se trouve le village. À noter que le système proposé ici, c'est le branchement par compteur, donc d'où la nécessité du mini réseau électrique. En termes de modalités d'exploitation, même à cette échelle qui est assez petite, la modalité d'exploitation fait un opérateur et à la fois cofinanceur, des usagers bien sûr, et l'association des usagers qui est une association en bonne et due forme. Elle est en tant que médiateur entre l'opérateur et les usagers. Et pour ce faire, elle a le droit de regard dans l'encompte de l'opérateur,
qui fut assez difficile à instaurer en passant. Après, il y a les institutions qui sont incontournables, bien sûr, et tout ceci accompagné par le coordinateur, ce qui fut notre cas à ce moment-là. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, pour le second cas, c'est le cas d'une plateforme multifonctionnelle solaire installée cette fois-ci dans la partie sud de Madagascar. Comment on va faire? Elle fait partie d'un plus grand projet d'électrification mené par le GRET, projet qui fait bénéficier dans des réseaux électriques plusieurs chefs de communes. Et j'insiste bien sur chefs de communes. Alors que là, c'est un petit localité qui est isolée, mais qui est quand même dans la zone d'intervention. Donc, bref, il s'agit d'une plateforme multifonctionnelle solaire de 6 kW, crête, qui fait bénéficier environ 200 foyers, soit un millier de personnes, des services comme des services de recharge de lampes, recharge de batterie, téléphone, des services comme la soudure, congélation, multiservice, etc. Mais permet aussi de raccorder tous les services publics, notamment le centre de santé, les écoles, la mairie et bien sûr l'éclairage public. Slide suivante, s'il te plaît. En termes de modalités d'exploitation pour ce cas, on a choisi de faire appel à l'approche par les communs. La ressource étant la ressource commune, si on peut dire, étant le service électrique. On a effectué plusieurs réunions en commençant par la création d'un comité de projet, suivi de plusieurs réunions pour faire voter la communauté les services dont ils ont besoin par ordre de priorité. Tout cela, bien sûr, bien avant la réalisation des travaux. Ensuite, pour la détermination de la modalité d'exploitation, on a conçu un jeu de société qui fait appel à tous les services et tous les acteurs. Entre autres, en termes d'acteurs, il y a un gestionnaire qui est issu de la communauté, le responsable de maintenance et surtout, bien sûr, qui joue au jeu, les usagers. Donc, le jeu fait intervenir des aléas aussi et des catastrophes, comme vous pouvez voir sur les illustrations, qui se rapprochent le plus de la réalité. Donc, au final, on peut dire que l'approche par le commun, dans ce cas précis, a bien aidé à la détermination de la gouvernance, car les plateformes multifonctionnelles tournent toujours et à bon espoir de perdurer. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, en effet, en évaluant les résultats des deux sites présentés tout à l'heure, et surtout par rapport aux avantages et inconvénients que mon collègue Juliette a présenté, on a pu également combiner les deux types, c'est-à-dire une solution mixte, un mini-réseau équipé d'une plateforme de service. Ce système permet de faire bénéficier le service électrique à beaucoup plus de bénéficiaires. C'est-à-dire, par exemple, pour les deux sites ici présentés ici, non seulement les ménages à proximité sont raccordés, mais tous les ménages dans la zone, soit un rayon de 1 km ou même plus, ils bénéficient également grâce à la plateforme placée au milieu du mini-réseau. Slide suivante, s'il te plaît. Durant la réalisation de ces projets d'électrification rurale, on a bien sûr connu beaucoup de difficultés à surmonter, notamment la difficulté à trouver des opérateurs qui veulent bien cofinancer et exploiter ces sites. Il s'avère que ces sites sont trop petits et peu intéressants en termes de recettes pour les opérateurs. Donc, les solutions qu'on a proposées, c'est d'attribuer à un opérateur l'ensemble de plusieurs sites. La plateforme de tout à l'heure, elle fait partie d'un lot de 5 sites gérés par un seul opérateur. Et ensuite, il y a la possibilité de faire évoluer la gestion en gestion communautaire si jamais il n'y a pas d'opérateur qui veut bien investir ou cofinancer. Et après, il a été également difficile de trouver des entreprises compétentes et en même temps pouvoir entrer dans le budget alloué.
car pendant les appels d'offres qu'on a effectués, les entreprises, les soumissionnaires mettent trop de marge. Donc, comment y répondre? Nous, ce qu'on a fait, c'est de pousser le plus possible les études et de faire des dossiers d'appel d'offres très explicites. Comme ça, les entreprises savent tout de suite qu'ils ne sont pas capables ou à l'inverse, ils sont bien capables de faire, mais avec moins de marge sur les risques. Donc, bien sûr, il faut suivre de près les travaux. Autre difficulté qu'on a rencontrée, et pas des moindres, c'est l'implication des bénéficiaires, surtout avant la mise en service. Par exemple, lors de la création des comités de projet, vu que c'est une des premières réunions, il est logique qu'à ce moment-là, il y ait peu de monde qui assiste à cette réunion, donc il y a faible représentativité. Et la solution, c'est de faire des réunions publiques très fréquentes que prévues. Et bien sûr, les bénéficiaires par la création d'emplois, par exemple, les main-d'œuvre durant les travaux et la gestion de l'exploitation. Et enfin, les difficultés administratives, notamment le manque de précision. On ne sait pas trop où se situer dans le cadre réglementaire. Pour le cas de par exemple, il y a eu une réforme sur la loi de l'électricité. Par contre, on ouvre les décrets d'application, ce qui fait que le processus est un peu lent dans la réalisation. Donc, pour y remédier, on doit travailler étroitement avec les institutions, et surtout à l'échelon local, c'est-à-dire les communes. S'il te plaît. Enfin, comme conclusion, et pour notre modeste contribution, ce que nous pensons être la clé d'un projet d'électrification rurale. Bien sûr, il existe une multitude de cavaliers, mais c'est surtout un partage de ce que nous avons vu en termes d'électrification rurale décentralisée. En termes d'études et de planification, nous recommandons la planification de type PCD-LEC. C'est quoi le PCD-LEC? C'est un plan communal de développement. Donc, c'est un document dans lequel il y a toutes les études socio-économiques et qui permet d'électrifier toute une zone. C'est une planification. Après, nous recommandons aussi l'approche zone de concession, c'est-à-dire opérateur qui travaille déjà sur une zone bien définie et il faut l'appuyer pour qu'il puisse électrifier le maximum de localités dans sa zone de concession. En termes de stratégie de financement, bien sûr, il faut cibler les investisseurs et mais surtout, il faut répondre à des demandes spécifiques des bailleurs et financiers, par exemple, tout ce qui est approche genre, tout ce qui est nombre de bénéficiaires exigés. Et enfin, côté réalisation et suivi, il faut donc impliquer le maximum les bénéficiaires. Et nous recommandons donc fortement l'approche par les communs pour la détermination de la gouvernance. Et tout ceci, bien sûr, avec beaucoup d'accompagnement et de sensibilisation. C'est sur ce que je termine l'intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fetch, pour cette présentation, encore une fois, que moi, en tout cas, j'ai trouvé très, très claire et très concise. Et je pense qu'on a eu des points de vue et des regards assez complémentaires de la part de nos trois intervenants aujourd'hui. Et merci beaucoup d'avoir aussi joué le jeu de respecter le temps qui était imparti parce que c'était pas forcément facile. Maintenant, on a un peu de temps devant nous pour prendre vos questions et pour avoir un échange avec les participants. Je vous invite à ne pas hésiter à vous manifester pour prendre la parole ou partager vos questions. Et je vois qu'on a déjà une question de Jean-Baptiste dans la boîte de chat qui, je pense, s'adresse à Fetch pour demander de préciser un peu justement ce concept d'approche par les communs dont tu as parlé dans la présentation. Oui, l'approche par les communs qu'on a adoptée, donc il s'agit dans un premier temps, de déterminer c'est quoi la ressource commune. Et on s'est dit que c'est sûrement le service, même s'il y a eu des débats que c'est l'électron qui est distribué comme
dans l'eau, par exemple, c'est le H2O. Bref, c'est surtout sur le mode de gouvernance, c'est le mode d'exploitation qui a nécessité l'utilisation de l'approche par les communs, c'est-à-dire de faire ressortir cette gouvernance de la communauté elle-même. Bien sûr, nous, on avait déjà des projets qui aussi avec disons, des modes d'exploitation qu'on pouvait calquer sur d'autres sites. Mais cette fois, on a adopté l'approche par le commun pour déterminer cette gouvernance. Et il s'avère que cela marche très bien du moment pour ces sites de solutions décentralisées là. Je ne sais pas si ça peut répondre à la question. Oui, pour compléter, Fetch, en fait, cette approche par les communs, donc bon, c'est un terme qui revient à la mode, mais ça s'inscrit dans une réflexion que l'on mène sur différents projets pour aller au-delà de l'opposition publique et privée, avec le constat que les abonnés usagers étaient au final souvent très passifs dans des projets d'électrification et avec l'idée là du coup de les impliquer vraiment dans la prise de décision en amont et d'aller au-delà des seules réunions d'information et de consultation qui sont plutôt juste imposer un peu des prises de décision. Voilà, donc ouais. Merci beaucoup Juliette et Fetch pour cette réponse. Jean-Baptiste nous dira peut-être si ça a répondu à sa question. On a une autre question en attendant de Brehima qui demande quel est le rôle des collectivités dans l'étude et la planification. Donc, je pense que ça fait référence à ta présentation Fetch et à certains éléments que tu as donnés, mais je pense que les autres intervenants pourront aussi répondre ou compléter s'il te plaît sur cette question-là. Oui. Tu veux répondre, Juliette ou... Comme tu veux. Bon, les collectivités, on essaye de les impliquer au maximum dans différents pays. La principale difficulté, c'est que souvent, ce ne sont pas elles qui ont les compétences de l'électricité. Les compétences sont plutôt au niveau national. Néanmoins, c'est l'acteur incontournable de proximité, surtout dans la plupart des cas, les agences d'électrification rurale ou équivalents ont très peu de moyens pour assurer le suivi. Concernant les études, les localités sont, en tout cas, on essaye du moins de les impliquer dans toutes les étapes des études. Et dans la planification, de les appuyer dans le choix dans les choix de planification sur voilà, s'il faut prioriser certains endroits par rapport à d'autres. Et voilà, on est plutôt dans cet accompagnement-là. Après, les collectivités, du coup, restent assez limitées dans l'électrification rurale en général parce que n'ont pas les compétences officielles. Ensuite, il y a l'autre question. À quoi peut-on s'attendre en termes de qualité, surtout en fonction des contextes, mais aussi la disponibilité et l'entretien des matériels? Est-ce que Fetch, tu veux répondre à ça? Oui. Jérémy, Jérémy, tu veux intervenir? Vous m'entendez là ou pas? C'est bon? Oui. Ah, super. À ce niveau-là, donc par rapport à l'entretien des matériels, c'est quelque chose qui va être. Tu me contredis hein, si c'est pas ça, Juliette, mais c'est quelque chose qui doit être pris en amont vis-à-vis des compétences de l'exploitant. Et après, c'est aussi à la charge des institutionnels, donc des collectivités, de vérifier que l'entretien est bien fait pour assurer justement cette pérennité de la centrale. Peut-être pour ajouter à cela,
si je comprends bien la question. Il y a des contextes, par exemple, en termes de gestionnaire, c'est là que se pose le plus la question, comment peut-on avoir une visibilité, la durabilité, l'entretien des matériels par la communauté. Et nous, par exemple, c'est que malgré l'approche par les communs, on a quand même imposé disons, dans la modalité d'exploitation, un opérateur qui n'est pas forcément le gestionnaire, mais par contre, c'est lui qui est responsable de l'entretien des matériels, surtout de leur remplacement si jamais. Donc, cet esprit, c'est donc dans l'idée de faire perdurer l'installation le plus longtemps possible. Après, ce qui remonte aussi dans certains cas, c'est qu'il y a énormément de fournisseurs de matériel qui fournissent du matériel de mauvaise qualité ou alors mal dimensionné. Et on a souvent des cas d'installation, par exemple type pompage solaire ou solar home system, qui ne fonctionnent pas après moins de 6 mois après la mise en service, simplement parce que le budget dédié était trop faible et que du coup, le fournisseur retenu n'a pas fourni ni un matériel ni une solution adaptée, et que la formation à côté des usagers de ces solutions n'a pas été faite. D'où l'importance aussi d'avoir quand même un budget suffisant pour le matériel, mais aussi pour l'accompagnement, un budget ou des ressources humaines. Juste pour répondre à la question de Jérémy, sur le rôle des agences institutionnelles à ce niveau-là. En fait, l'objectif, c'est que c'est assez compliqué en fait de mettre en place un schéma de gouvernance autour de la gestion de l'exploitation. Il ne faut pas forcément que la collectivité ait trop de liens avec l'exploitation pour pas qu'il y ait une utilisation politique de la centrale. Néanmoins, il faut que les agences institutionnelles qui sont en charge de l'électrification rurale, par exemple pour le cas de Madagascar, ça va être l'ADER, et après, pourquoi pas des antennes régionales, voire sous-régionales, faire une sorte de vérification de la gestion des exploitations par les exploitants. C'est ça dont je parlais quand je parlais des institutionnels. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Jérémy. Il a dit OK, merci. Donc, je pense que ça répond à sa question. Et je vois que Sanoussi a levé la main. Sanoussi, est-ce que tu voulais intervenir et poser une question directement? Oui, bonjour à tous. Je suis Sanoussi Ababale. Je suis conseiller résilience pour un programme de Kedalmas. Je suis basé ici à Académie. En fait, j'ai posé la question de la durabilité et aussi de la disponibilité parce qu'on a ici à Ker au Niger en 2013-14, on a essayé de faire cette électrification. Nous, on s'est focalisé surtout au niveau des communes. En fait, on a essayé d'électrifier les chefs-lieux de communes, les sièges des communes, pour leur permettre de bénéficier de l'électricité et pouvoir travailler à plein temps. Et ce à quoi on est confronté justement, c'est ce problème d'entretien du matériel après l'installation. En fait, là, c'est des matériels qui ne génèrent pas. En fait, ils ne génèrent pas de l'argent, mais on s'est confronté à un problème du matériel et de son entretien après. Ce qui fait qu'après le projet, parmi les 4 ou 5 communes qu'on a électrifiées, jusqu'à maintenant, il y a une ou deux qui tant bien que mal, essaient d'avoir l'électricité. Et de l'autre côté aussi, nous avons essayé de le faire au niveau communautaire pour les femmes des groupements pour qu'elles puissent faire des recharges des batteries dans les communautés. Et ça, c'est ça qui a un peu marché, mais à un certain moment aussi, on était confronté à ce problème
de l'entretien et surtout de voir comment renouveler le matériel. Voilà ce que j'aimerais partager avec vous. Et voilà, en termes de durabilité, en termes d'entretien, c'est un grand défi et qu'il va falloir peut-être réfléchir pour voir comment on peut pérenniser ce genre d'action. Merci. Oui, ouais, tout à fait. C'est toujours très compliqué, surtout lorsque ce sont des services publics qui sont électrifiés, de pouvoir dégager du budget pour la maintenance et la réparation. Il faut pouvoir identifier ça en amont, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours possible. Des solutions, ça peut être dès l'acquisition du matériel, avoir un contrat avec le fournisseur pour des opérations de maintenance à minima sur les deux premières années. Si on est sur un opérateur privé qui fournit de l'électricité à des ménages, c'est de pouvoir mettre sur des factures une taxe communale. Souvent, c'est aussi ça fait partie de la réglementation. Cette taxe communale pourra permettre à la commune de payer son électricité. En tout cas, c'est sûr que c'est un défi et la solution parfaite n'existe pas. Ça peut être aussi former un agent communal à la réparation-maintenance qui aurait dans ses prérogatives de s'occuper de ces installations-là. Il y a plusieurs pistes, mais c'est vrai que c'est toujours un enjeu et c'est compliqué. Ensuite, alors quand il y a un investissement pour construire une unité de production, centrale ou autre, qui revient à l'installation en général, ça dépend du cadre. Par exemple, sur des mini-réseaux, souvent, c'est la propriété de l'État quand on est en concession, avec à la fin de la concession, cession de matériel à l'État. L'opérateur laissant la plupart des biens. Dans certains cas, la propriété peut revenir surtout sur les plus petits systèmes. Donc là, ça peut être à l'opérateur privé ou à l'entrepreneur. C'est très variable. Parfois, on a aussi des contradictions où c'est l'agence nationale qui est propriétaire des équipements, mais elle n'a absolument aucun moyen de suivre si les équipements sont bien entretenus, fonctionnent bien, et les vrais utilisateurs ne sont pas propriétaires. Donc il y a ce qui est officiel et puis ce qui est officieux. J'espère que ça répond à ta question, Jean-Baptiste. Merci beaucoup, Juliette, pour ces clarifications. Est-ce qu'il y a d'autres Alors, il y a une question sur le prix de l'électricité. Oui, effectivement. Quelle est la démarche adoptée pour la fixation du prix de l'électricité fournie aux bénéficiaires? Les prix sont-ils évolutifs dans le temps? Dans le cas de mini-réseaux, il y a souvent une réglementation qui soit impose des tarifs. Dans ce cas-là, il n'y a pas de marge de manœuvre, soit demande une validation des tarifs proposés par un opérateur. Donc ça, c'est souvent l'opérateur privé qui fixe les tarifs pour qu'ils soient suffisamment élevés pour que ça couvre ses charges, mais pas trop pour qu'ils soient accessibles pour les gens. C'est cette démarche-là. Les prix peuvent être évolutifs dans le temps. Oui. Si par exemple l'État révise ses tarifs à la hausse ou à la baisse, ces prix peuvent évoluer. L'opérateur peut aussi choisir d'augmenter ses tarifs. Souvent, les baisser, il ne le fait pas. Mais c'est souvent très compliqué. Peut-être que, je ne sais pas, Fetch, si tu veux partager le cas de révision de tarifs. Oui, oui, en effet, merci Juliette. En termes de démarche, à mon avis, surtout d'après les expériences qu'on a eues,
La meilleure démarche, c'est faire des études socio-économiques poussées, c'est-à-dire connaître la capacité à payer leur volonté à payer, leur volonté à acquérir des matériels qui va utiliser l'électricité. Et après, donc, donner à l'aide d'un petit business plan la rentabilité du projet. C'est là que va sortir le tarif à donner, donc le tarif à fixer. Et en termes de révision, ça dépend du pays, mais pour le cas de Madagascar, par exemple, un opérateur a le droit de réviser ses tarifs tous les 2 ans. Et comme Juliette l'a dit, ils ne vont jamais la baisser, mais n'empêche que tout ça, ça doit être réglementé et il faut impliquer les bénéficiaires dans la démarche. Sinon, il y aura des problèmes s'il y a trop d'augmentation ou l'inverse, ce ne sera pas rentable pour l'opérateur s'il n'y a pas assez. Merci beaucoup. On a une autre question, je pense pour Jérémy, pour le programme. Alors, c'est Pamela. Pour faciliter les AGR, les équipements sont-ils en partie subventionnés? Une question de Anne. Alors, pour répondre à cette question, oui, ils sont en partie subventionnés. Enfin, ça dépend en fait. C'est-à-dire que ça dépend du type de matériel. Certains équipements vont être décidés à être uniquement subventionnés par la structure qui fait le projet. Dans ce cadre de Pamela, c'est la Fondem qui payait. Pour tout ce qui était récepteur électrique, donc qui consommait de l'électricité, on demandait une implication financière du porteur de projet en fonction de plusieurs critères qui étaient une proposition d'apport de la part du porteur de projet. On incluait aussi une notion de genre dans cet apport. On demandait des tarifs moins élevés pour les femmes que pour les hommes. Et ensuite, on essayait de comparer un petit peu aussi avec toutes les activités économiques que le candidat ou l'entrepreneur pouvait avoir autour pour savoir s'il était capable d'assumer la proposition d'apport qu'il faisait ou s'il pouvait faire plus vis-à-vis de l'achat de ces matériels-là. Merci beaucoup, Jérémy. Je pense que ça répond bien à la question de Anne. Est-ce qu'on a peut-être une dernière question que vous voulez partager avec nos intervenants? Ou un dernier partage d'expérience ou commentaire parmi les participants? N'hésitez pas à vous manifester. On a encore 2-3 minutes devant nous. Si on n'a pas de questions, si Juliette, Jérémy, Fête, vous voulez dire le mot de la fin ou partager une dernière recommandation, dernier retour d'expérience, n'hésitez pas aussi. Non, bah écoutez, je pense que c'était très clair et très complet alors, et on a couvert les sujets qui avaient été prévus. Merci beaucoup à tous de vous être joints à ce webinaire. Merci beaucoup à nos 3 intervenants qui ont brillamment présenté leur sujet et pu répondre à vos différentes questions. J'espère que ça a été utile. On vous fera parvenir par email le support de présentation et puis vous aurez les contacts aussi des intervenants si vous voulez revenir vers eux pour avoir davantage d'échanges ou continuer la discussion. Donc, merci beaucoup et on vous tiendra informé pour la prochaine session de webinaire qui sera sur une thématique différente, mais qui devrait avoir lieu dans les prochains mois. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, bye bye. Merci Marie, bonne journée. Merci. Bonne journée. Bonne journée à tous. Merci bien, bonne journée. Bonne journée à tous.